Bienvenue à tous dans l'actualité africaine ce soir. La surprise d'abord en Somalie. L'ancien Premier ministre Mohamed Abdullahi Farmajo devient président. Il a été élu par les parlementaires. Nous serons à Mogadiscio. Ils sont les plus exposés au sida et pourtant ils sont les moins bien traités. Les homosexuels, les transgenres ont peu accès au traitement, stigmatisés, rejetés par leurs proches. Certains ignorent même être porteurs du virus. Des solutions existent. On en parle avec notre invité Aliou Silla dans un instant. Et puis des rugissements et des acclamations au Cameroun. Des lions indomptables ont paradé à Yaoundé, entre leurs mains le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. La scène est habituelle en Somalie, des tirs dans les rues, sauf que cette fois, ce sont des tirs de joie. Les supporters de Mohamed Abdullahi Farmajo célèbrent sa victoire à la présidentielle. L'ancien Premier ministre a été élu par les parlementaires. Le vote a eu lieu dans l'enceinte de l'aéroport de Mogadiscio, le seul lieu sécurisé dans le pays. Reportage Duncan Woodside, Thaïs Brook avec Nicolas Germain. Après 6 heures et 2 tours de scrutin, le président sortant a reconnu sa défaite. Le nouveau chef de l'État somalien est Mohamed Abdullahi Farmajo. Être président, ce n'est pas facile. La tâche sera difficile, je le sais, mais je travaillerai dur pour accomplir vos rêves. Ses partisans sont aux anges. Je suis très satisfait. La Somalie fait son grand retour sur la scène internationale. Le nouveau président est Farmajo. Je suis très heureux aujourd'hui. C'est le choix du peuple. Par crainte d'une attaque des Chebabs, le vote a eu lieu dans l'aéroport. Farmajo a été élu par 275 députés et 54 sénateurs. Ils avaient été désignés par 14 000 électeurs délégués. Le gouvernement et ses soutiens occidentaux estimaient qu'il aurait été impossible de garantir la sécurité de tous les bureaux de vote à travers le pays. Avant les 2 tours, en coulisses, les négociations étaient âpres. Des mesures avaient été prises pour limiter la corruption. Une fois que l'on a passé la porte d'entrée ici, on ne peut plus avoir sur soi ni d'argent liquide, ni de chèques, car cela pourrait être utilisé et nuire à la transparence du scrutin. Et en fait, influencer le choix des électeurs. Selon des ONG, la corruption a été un fléau lors de la campagne électorale. Mais de nombreux Somaliens étaient soulagés de voir une transition pacifique 4 ans après la dernière élection. Le scrutin de mercredi était seulement la 2e présidentielle organisée dans ce pays depuis 1991. Victoire donc de Mohamed Abdullahi Farmajo, 54 ans et une double nationalité. Il est somalien et américain. Il a souvent critiqué la mission de l'Union africaine en Somalie et désormais il est à la tête d'un des pays les plus pauvres et les plus instables au monde. Les précisions de Thaïs Brook, notre envoyé spécial à Mogadiscio. Il s'appelle officiellement Mohamed Abdullahi Mohamed, mais les Somaliens l'appellent affectueusement Farmajo, qui signifie en fait tout simplement fromage en langue somalie. C'était plutôt un compliment, semble-t-il, car ce sont des explosions de joie qui ont retenti un petit peu partout dans la ville à l'annonce du résultat à la fin de l'élection présidentielle. Âgé de 54 ans, il a vécu pendant longtemps aux États-Unis, passé même une majorité de sa vie là-bas. Il a la double nationalité somalienne et américaine. Il a travaillé longtemps dans l'administration à l'intérieur de l'ambassade de la Somalie aux États-Unis. Ensuite, il a été Premier ministre de ce pays, la Somalie, entre 2010 et 2011. C'est là qu'il s'est attelé à lutter contre la corruption. C'est peut-être ça qui lui a d'ailleurs causé la perte de son poste. Farmajo a donc de multiples tâches à réaliser à partir de son élection. En effet, le pays connaît une famine grandissante, la pauvreté est endémique et surtout, il y a toujours une très forte insécurité. En effet, les milices islamistes Chebab attaquent régulièrement le centre-ville. Pas plus tard qu'hier, il y a eu des tirs de mortier tirés ici en plein centre-ville de Mogadiscio, mais ce soir, ce sont des tirs de Kalachnikov, mais pour faire la fête, qui retentissent toujours ici dans les villes de Mogadiscio. La situation est toujours confuse en Côte d'Ivoire. Les mutineries sont loin d'être terminées. Ce mercredi, des forces spéciales basées à Adiaké ont donné de la voix. Elles réclament eux aussi des primes. Une délégation a été reçue à Abidjan. On écoute le porte-parole du gouvernement. C'est une attitude malheureusement récurrente ces derniers temps. Et le gouvernement a évidemment
immédiatement entamé les discussions avec les soldats concernés. Mais malheureusement, ce type de revendication risque d'amenuiser les ressources de l'État. Ce type de revendication risque de donner moins de possibilités à l'État de traiter les questions qui lui sont posées. En Centrafrique, le PK5, une nouvelle fois en émoi. Ce quartier de Bangui a connu de nouvelles violences mardi. C'est une opération de police qui aurait mal tourné. Un chef de milice a été tué, tout comme 4 autres personnes. Notre correspondant, Edouard Dropsy, a pu se rendre sur place. La nuit a été longue pour les habitants des quartiers voisins du kilomètre 5. Hier dans l'après-midi, les forces de sécurité intérieure centrafricaines ont abattu, à côté de la mosquée centrale, un dénommé Big Man, chef d'un groupe d'autodéfense du PK5. Dans la nuit, ces partisans se sont introduits dans les quartiers voisins et ont commencé à incendier des maisons, ainsi qu'à tuer d'autres habitants, dont un pasteur. Ces événements ont eu pour conséquence la fuite vers le camp de Mpoko, à côté de l'aéroport de Bangui, de plusieurs centaines de ces habitants de ces quartiers. Ce même camp qui avait été évacué par le gouvernement il y a quelques semaines et qui, au plus fort de la crise en 2014, avait accueilli près de 100 000 personnes. Sur place, ces nouveaux déplacés font part de leur incompréhension et de leur colère. Le gouvernement nous a obligés de quitter pour rentrer chez nous, vers le quartier Fondo. Le problème c'est quoi? Big Man, lui il était dans le quartier avec ses milices là-bas. C'est le gouvernement même qui a demandé à l'OCRB et gendarmerie d'aller le tuer là-bas. Et à propos de ce qui s'est passé, le gouvernement lui-même, il est incapable de venir sécuriser. Et les représailles ont démarré vers le quartier Fondo. Ce problème de sécurité s'était posé lors de l'évacuation et pour le moment, le gouvernement ne communique pas sur la stratégie à adopter afin d'assurer la sécurité dans ces quartiers. Cependant, le ministère de la Sécurité publique appelle les populations au calme et à la retenue. Et si le sida était mieux combattu, si le droit était mieux appliqué, si les préjugés étaient abolis, c'est la mission de Coalition Plus Bureau Afrique, dont Aide est membre fondateur. Son directeur est avec nous ce soir. Bonjour Aliou Sylla. Merci d'être avec nous. Vous avez été reçu par le Sénat français aujourd'hui avec un message. Les personnes les plus exposées au VIH ont un mauvais accès au traitement. Pour quelle raison? Merci. La raison principale, selon nous, c'est que le respect des droits humains est au cœur de cela. Et que nous comprenons que les cultures, les lois, les religions, les règles, us et coutumes sociétales font que souvent, ce n'est pas facile à comprendre. Comment est-ce qu'un médecin peut se défaire de sa propre culture, de sa religion et rester dans sa peau de médecin en respectant le serment d'Hippocrate? Scientifiquement, on a constaté que la prévalence du VIH, elle est presque maîtrisée dans la population générale. Mais aujourd'hui, elle est très élevée. Souvent, c'est 9 fois, 10, 20 fois dans les populations clés, qu'on appelle les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, les travailleuses de sexe et les usagers de drogue. Si une population est à une prévalence de 1% ou 2%, vous allez trouver qu'au niveau de ces populations marginalisées, elle est de 5, 7, 10, voire souvent 30%. Donc si nous voulons combattre le sida, nous avons les moyens. Nous savons aujourd'hui comment le combattre. Alors, et donc, c'est quoi? Il faut casser les préjugés envers les homosexuels, les personnes en tout cas qui sont les plus exposées au VIH avant tout? Ça, c'est un, mais il faudrait beaucoup plus trouver les approches d'offres de services adaptées à cette population. Tant qu'on ne parvient pas à créer l'environnement favorable pour faciliter l'accès aux services de santé, donc ces groupes resteraient marginalisés chez eux. Ils vont être cloîtrés. Maintenant, qu'est-ce qui risque de se passer? Moi, j'ai une orientation sexuelle. Je peux être un bisexuel pour me protéger. Et là, du coup, qu'est-ce qui risque de se faire? Si on ne me donne pas les moyens de me protéger, je vais contaminer la population parce que je deviendrai une population passerelle. En me mariant, je deviens bisexuel. J'ai respecté les us et coutumes de la société, mais seulement j'ai ma pratique homosexuelle.
Et si je ne prends pas de dispositions, je n'ai pas d'informations, je n'ai pas de médicaments, vous comprenez? Du coup, on exposerait la population générale. En tout cas, ce n'est pas une situation idéale. Exactement. Donc c'est pourquoi nous, en tant que médecins, on s'est dit, nous sommes en train de nous battre contre le sida. Nous ne sommes pas en train de nous battre contre des frères et des sœurs. Mais si nous ne développons pas des stratégies pour que ceux qui ont des pratiques homosexuelles, ceux qui utilisent qui s'injectent de la drogue, ceux qui ont des pratiques de travail sexuel, qu'on ne les donne pas un cadre approprié, d'avoir accès à l'information, d'avoir accès aux médicaments, ça va être compliqué pour la population générale. Tous les efforts que l'humanité a eu à faire pour lutter contre le sida dans les 15-20 années à venir, on risquerait de ne pas mettre fin. Voilà, changer la mentalité. Merci beaucoup Aliou Sylla d'avoir été notre invité. Ouais. Je rappelle que vous êtes directeur de Coalition Plus Bureau Afrique. Cette image à présent au Cameroun, les lions indomptables ont été reçus tout à l'heure au palais présidentiel. Rencontre avec Paul Biya et son épouse Chantal, vous le voyez. Avant une parade à Yaoundé, les champions de la CAN étaient à l'honneur et Marcel Amoko et Zigoto Chaya étaient à la fête. Une foule en délire, plusieurs centaines de milliers de Camerounais dans une célébration où plus d'1 million de personnes étaient attendues dans les rues de Yaoundé pour acclamer les lions indomptables du Cameroun, vainqueurs de la CAN 2017 et devenus des héros célébrés par tout un peuple. Dans la foule, certains sont partis de très loin pour vivre cette parade géante. Je suis parti de Douala depuis la veille pour voir le passage des lions, pour voir le trophée des champions d'Afrique. Un titre de champion d'Afrique remporté dimanche dernier face au pharaon d'Égypte. Et pour célébrer cette victoire que les Camerounais attendaient depuis 15 ans, cette parade géante sous forte escorte policière à travers les 7 arrondissements de la capitale camerounaise. En pleine crise dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, les 2 régions anglophones du pays, paralysées depuis 3 mois par une grève dure, cette victoire des Lions indomptables est l'occasion pour beaucoup de magnifier l'unité du pays. L'équipe nationale symbolise la réunification du Cameroun. Il nous montre comment le Cameroun est uni, parce que nous constatons que dans l'équipe nationale du Cameroun, on a des joueurs qui viennent de diverses régions. Des supporters qui tentent à tout prix d'approcher leurs héros. Des Camerounais qui n'en finissent plus de célébrer cette victoire de leur équipe nationale. Un grand moment patriotique autour du sport national. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est le journal de 22 h avec Aude Le Christ. Jusqu'où irez-vous avec 100 €? Avec Kayak Explore, choisissez votre budget et vos dates et nous vous montrerons les destinations possibles. Rendez-vous sur kayak.fr. 2 femmes sur 3 n'atteignent pas l'orgasme quand elles font l'amour. Cela doit changer. Nouveau gel Durex Orgasme Intense permet d'intensifier les sensations et d'amplifier le plaisir pour des orgasmes renversants. Classe C Berlino Break, à partir de 399 € par mois, sans apport, entretien inclus. Mercedes-Benz, the best or nothing.